Bonjour, admire la couleur du soleil. Bonjour, un nouveau jour qui se lève. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, encore une fois tu as ouvert les yeux. Bonjour, lève-toi d'un sourire, dis merci au divin. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Hier est passé, c'est ton allez-vous toujours. Bonjour, mais les actes posés reviendront avec leurs fruits. Bonjour, dirige ton cœur vers le bon côté. Bonjour, amour, patience, tolérance sont les armes du jour. Bonjour, envoie cette chanson à tous tes amis. Bonjour, tu as pour mission de leur donner le sourire. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, bonjour, bonjour N'Djamena, bonjour le Tchad, bonjour à tous nos téléspectateurs, internautes, mais également auditeurs qui sont en synchronisation avec nous depuis la radio Electron FM. Nous sommes très ravis d'être là ce matin avec vous, nombreux. Chacun face à l'écran de son téléphone, face à l'écran de sa télévision, est en train de suivre l'avant-dernier numéro de la semaine. Nous commençons la journée comme ça et il va falloir que nous posons des actes qui vont témoigner lorsque nous ne serons plus là. Il faudrait qu'on s'aime, parce que l'amour c'est le fondamental de tout. Voilà, mesdames et messieurs. Étant donné qu'on vous a dit bonjour et bienvenue à l'émission I-Matin, nous allons nous présenter parce que là, l'équipe, elle est typiquement masculine avec celui dont vous connaissez déjà, le grand monsieur de la maison, mon grand frère à moi-même. Il est là face à moi. Bonjour à la Dieu. Bonjour Rams. Comment ça va? Ça va. D'accord. Je suis là debout. D'accord. Amis téléspectateurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver à I-Matin. Aujourd'hui, voilà, la semaine a commencé. La grande dame, Pawasi Irène, la fille Banana, voilà. C'est comme ça on l'a fait. La fille Banana vous a tenu compagnie pendant 2 séances et voilà, c'est au tour de Rome, c'est moi de vous tenir compagnie pendant le reste de la semaine. Et nous commençons aujourd'hui déjà jeudi et j'espère que vous êtes bien réveillés. Ce qui est bizarre, il pleut tout le jour, tout le temps. N'Djamena. Et commençons à rendre grâce à Dieu parce que le climat commence à s'adapter, on commence à s'y adapter, ça commence à être... Ce matin en venant, moi je me suis fait mouiller par la pluie. Ah oui. J'ai quitté un quartier, j'ai roulé normalement, j'entre dans un autre quartier, j'ai trouvé la pluie. Et puis voilà, j'ai dit, ça n'empêche pas, je continue ma route. Donc j'espère que cette fraîcheur dans certains quartiers de ce matin permettra d'arroser votre journée, permettra d'arroser votre matinée et elle vous permet d'affronter la journée, elle vous permet d'affronter aussi les durs labeurs de la journée. I-Matin de ce jour, vous savez que c'est le jeudi, donc nous parlons leadership. Oui, évidemment. Ouais. Avec le coach même qui sera là pour nous parler un peu justement des actions des leaders. Ok. Et par la suite, nous aurons également... l'autre, je voudrais parler plutôt de l'héritage politique avec le doyen. Le doyen, ouais. Le grand monsieur, lui aussi. Avec le doyen qui sera là. Oui, mais à la Jeff, nous avons également un invité aujourd'hui. Qui sera là également avec nous pour nous parler un peu des activités qui vont se passer de l'autre côté au stade, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, étant donné que c'est ça le programme...
Nous allons l'altérer avec quelques capsules, des clips, et puis peut-être nous allons également toucher quelques thèmes de la semaine, les choses de la société, ça ne manque pas. Justement. On a toujours des choses à voir, on a toujours des choses à dire et tout ça. Donc c'est ce qui va faire le menu de ce matin. Justement. D'accord. Alors, nous allons prendre simplement notre première transition musicale, question de meubler tout ce qui y va avant de revenir et continuer. Inch'Allah. J'ai la main sur le cœur, je finis par m'abîmer. Dans mes ennemis, j'ai rien de méchant. Je fonce dans le tas, mais le contrat est déjà signé. Après la mort, y'a une vie qui m'attend. Je pars là où le vent m'amène, je suis impressionnant. Je viens d'un mec, vas-y tiens-moi la main mon ami. J'ai dû couper les ponts avec eux. J'ai pas choisi la bonne mais la vraie, mais cette vie me pousse qu'à faire des fautes. De cette vie-là, en vrai je suis fatigué. Cette vie-là, y'a rien qui peut m'aider. De cette vie-là, Male brin balalian bo, brin bagalalian. Uji pare sembo, ore jingara ibo. Uji tongis mogo, jarje bade 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 kudete. Uji tongis mogo, jarje bade 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 kudete. j'ai compris qu'avant j'étais trop naïf. Seul dans ma bulle mais la haine me suit. L'envie de partir comme Michel pour ma rêve. Regarde dans mes yeux, j'ai juste envie de partir. Que les hommes de cette vie-là. En vrai je suis fatigué. Cette vie-là, y'a rien qui peut m'aider. De cette vie-là. Male brin balalian bo, brin bagalalian. Uji pare sembo, ore jingara ibo. Uji tongis mogo, jarje bade 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 kudete. Uji tongis mogo, jarje bade 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 kudete. Voilà, Jardie, Bodi Bodi Badagededje, Nudito, Ndogo. Voilà, c'est ça, l'amour, la fraternité. Il va falloir qu'on s'aime. Les Tchadiens ont besoin de l'amour. Les Tchadiens ont besoin de s'aimer et vraiment s'aimer. Voilà, c'est très important. Mais il faut également dire que la vie, c'est un choix à la DF. Il faut décider de faire de ta vie quelque chose selon les objectifs, selon ta vision, parce qu'aujourd'hui, quand tu décides peut-être de devenir artiste, tu décides de devenir médecin, les gens vont toujours trouver quelque chose à dire sur ce que tu es en train de faire. Ils vont dire, mais l'artiste là, non, lui, ça c'est des choses de bandits, là, il ne faut pas le faire et tout ça. Donc, lui, il dit qu'il est parti quand même pour une vie qu'il veut, que ce soit la meilleure pour lui. C'est une question de vision, mais aussi c'est une question des moyens qu'on se donne pour arriver à atteindre sa vision. On dit toujours la vision l'ambition dont on n'a pas les moyens est un crime. Ah ouais. Donc du coup, on ne peut pas se lever comme ça. Aujourd'hui, K2, c'est un jeune qui traînait avec une balle ici. Tout le monde le connaissait. Ouais. Mais ceux qui connaissaient K2, tout le monde savait que K2 aimait chanter. Au fond de K2, il chantait. Ouais. Et quand il traînait avec ses potes, etc., il chantait toujours. Ouais. Et aujourd'hui, il essaye de transcrire
les débats avec ses potes, sous les limiers, devant les jeux, ludo, etc. Par exemple, quand tu prends son premier chant, Cousin Azabit, c'est simplement les argots, genre on se parle ailleurs, c'était la meilleure, parce que il s'est dit, mais je peux en faire quelque chose, étant donné qu'il a déjà les moyens, que ce soit les moyens techniques chantantes, il a la capacité, donc il les a mis ensemble. Sauf que aujourd'hui, on fait des choses comparativement à quelqu'un, on fait des choses parce que tel a fait et que moi je suis. Aujourd'hui, dans le quartier de Roms, 2-3 jeunes voient Roms passer à la télé 2-3 fois. Ils vont commencer à déposer leurs notes dans des télés pour sortir à la télé. Du coup, la télé, ce n'est pas simplement ceux qui sortent à la télé. Roms et moi, nous sommes que la version finale d'un travail en chaîne. Évidemment. Qui a commencé, par exemple, depuis 4h30. Pour que nous, à 7h30, on soit à l'antenne. Parce qu'il y a la logistique qui dispose la navette. Du coup, le chauffeur fait le tour pour chercher les gens. Après, le chef sécurité assure la sécurité. Les agents de sécurité permettent que les gens entrent en bonne santé. La réalisation arrive, les cadreurs arrivent, les programmations, les ingénieurs de son pour que la diffusion prenne la main. C'est toute une chaîne. On ne se lève pas comme ça, on fait quelque chose. Mais c'est le travail. Ça, c'est une chose, Roms. Moi, l'autre partie qui me fait bizarre, surtout avec quelques expériences que j'ai vécues cette semaine, quand il dit la charité, c'est comme un vieux secours. On a besoin de l'un et de l'autre pour le soulever, pour ne pas que... ceci tombe, hein? Pas seulement tombe, mais ça se disperse. Entre nos mains. Si ça tombe, on peut encore essayer de soulever. Mais quand ça se disperse, on ne peut pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui socialement ne sont pas intéressés par les autres. Qui n'aiment pas également vivre avec les autres. Justement, ils n'aiment pas, peu importe ce que tu traverses, c'est pas son problème. Peu importe les situations les plus difficiles que tu traverses, c'est pas son problème. Mais quand c'est son tour, il crie au mille diables. Quand c'est son tour, c'est lui qui est là, il regarde qui est là, qui n'est pas venu. Et après, c'est lui qui commence à te faire des statuts visés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Non. Pour vivre en société, il faut que tu sois social. Si tu n'es pas social, n'attends pas que l'autre soit social. C'est très simple comme ça, comme bonjour. C'est à coup sûr, parce que si tu n'es pas sociable avec moi, je ne serai pas également sociable avec toi, parce qu'il va falloir qu'à la base, nous soyons tous les deux sociables et sociaux. Et donc, c'est très important. On me racontait une anecdote ou bien une histoire dans un village. Un fils du village qui, Dieu l'a béni et qui est devenu très riche, est reparti s'installer au village pour certaines choses, créer des écoles, tout ça. Lui, il ne rend jamais visite. Quand il y a un cas de maladie dans le village, il envoie une enveloppe. Et puis il ne part pas. Il ne part pas. Quand il y a un deuil, il envoie une enveloppe. Il ne part pas. Et puis un jour, sa femme devrait mourir. D'accord ? Lorsque sa femme est morte et que l'information est arrivée dans le village et que tout le monde était au courant, eux, ils ont fait le déplacement. Chacun vient, on le salue, et puis après on lui tend une enveloppe et on repart. Il s'est retrouvé avec beaucoup d'enveloppes, avec beaucoup d'argent, mais avec personne pour l'aider même à aller creuser la tombe, avec personne pour l'aider à déplacer le corps de sa femme pour le cimetière. Et c'est à ce niveau-là qu'elle a commencé à pleurer et à demander à 2 ou 3 vieux qui sont là avec lui, qu'est-ce que j'ai fait aux gens? C'est là qu'on commençait à lui remettre, de lui rebobiner la cassette. Voilà, c'est ce que tu fais aux gens. Tel. Mais à la sortie de cette circonstance, il n'est jamais resté le même. Il a complètement changé. Ça lui a vraiment enseigné une leçon. Il n'avait plus besoin d'une situation pour aller chez quelqu'un. En passant, il s'arrête, il dit, bon, je passais, je voulais juste te dire bonjour. Et puis continue. Donc, la vie, c'est ça. La vie, comme disait quelqu'un, la vie, c'est pas les moyens. La vie, c'est les relations. Il faut que les gens écoutent bien. C'est pas les moyens. Mais c'est les relations. Parce que c'est les relations-là qui peuvent attirer les moyens, qui peuvent créer les moyens, qui peuvent générer les moyens.
Mais peu importe les moyens que tu as, si tu n'as pas Roms pour partager un verre de thé avec toi, toi-même tu as des milliards, c'est toi-même le matin tu es seul dans ton salon, le soir tu es seul. Ta vie n'a pas de saveur en fait. Quand vraiment tu n'es pas en relation avec les autres, ta vie, même quel qu'en soit ce que tu as, ta vie n'a pas de saveur. Justement. Ça n'a pas de saveur. Justement. Alors, vivons en faisant du bien autour de nous, vivons en aimant les gens autour de nous, mais surtout vivons en étant social, en sachant que nous dit Togo, Ngisi, Ndogo. Voilà. Il est 7h49 minutes. Nous allons prendre les informations avant de revenir. La déchéance des nationalités, un terme lourd de conséquences qui résonne comme une rupture définitive entre l'État et l'individu. Cette mesure exceptionnelle, inscrite dans le code de la nationalité tchadienne, vise les citoyens accusés de crimes graves tels que le terrorisme, l'espionnage ou atteinte à la sûreté de l'État. Mais, au-delà des textes, le débat est vif. Qui détient réellement le pouvoir de retirer à un citoyen ses droits fondamentaux? Maître Alain Moadi Dubaï explique le cadre légal de ce processus. Si la personne a fait l'objet d'une condamnation afflictive et infamante pour des crimes et tout ça, il peut se voir déchoir de la nationalité. Le troisième cas spécifié par cet article 27, c'est que si la personne se trouve en train de travailler pour une organisation étrangère ou une armée étrangère, et que cette personne, en dépit de l'injonction qui lui a été faite par l'autorité de pouvoir cesser de travailler pour le compte de l'État étranger et qui refuse d'obtempérer, l'État peut le déchoir de la nationalité. Cette disposition, présentée comme un instrument de protection de l'État, inquiète néanmoins une grande partie de l'opinion. Car, si elle venait à être instrumentalisée, elle pourrait servir à exclure ou réduire au silence certains citoyens. Maître Alain Moadi Dubaï lève l'équivoque sur l'autorité compétente à déchoir et garant des procédures. L'ordonnance dont j'ai fait état précise que le décret est pris après avis du ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Administration du territoire aujourd'hui. L'ordonnance dit que c'est par décret. Donc en réalité, c'est l'autorité suprême, le chef de l'exécutif, le Premier ministre éventuellement. Entre nécessité sécuritaire et risque d'abus, la déchéance des nationalités reste l'une des sanctions les plus controversées du droit tchadien. Un sujet où se croisent enjeux juridiques, politiques et libertés fondamentales. C'est en ce sens que le juriste attire l'attention sur les dérives possibles et insiste sur le respect des droits humains. Pour des opinions politiques différentes, en contradiction ou qui heurtent des autorités en place, que ceux-ci utilisent ça comme des moyens de représailles, des moyens de... C'est vrai, ça rentre dans les prérogatives de l'État, de pouvoir déchoir quelqu'un de sa nationalité. Mais quand on utilise ça comme arme politique, je crois que le Rubicon a été franchi. Au-delà des textes, la question reste sensible, car mal appliqués, ces mécanismes juridiques pourraient se transformer en un instrument politique utilisé pour écarter ou sanctionner certaines voix discordantes. Il est à signaler qu'entre impératifs de sécurité et respect des libertés, la déchéance des nationalités continue donc de diviser l'opinion. Une mesure rare, mais qui mérite d'être comprise dans toutes ses dimensions juridiques et humaines. Dans l'hémicycle de l'ONU, les chefs d'État africains ont parlé d'une même voix. Réforme du Conseil de sécurité, accès équitable au financement, lutte contre le changement climatique. Des revendications qui sont d'ailleurs anciennes, mais restent toujours d'actualité. L'Afrique réclame au moins un siège permanent au Conseil de sécurité, dénonçant une structure figée et injuste. Un combat qui se heurte au refus de 5 membres permanents, notamment les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni, garants jaloux de leurs privilèges. Autre thème majeur abordé lors de ces assises est la question de la Palestine. Le président sud-africain a dénoncé l'usage abusif du droit de veto et a plaidé pour que la Palestine obtienne le statut de membre à part entière. Sur ce point, plusieurs dirigeants africains ont exprimé leur solidarité, ce qui établit un parallélisme entre la lutte palestinienne et l'histoire coloniale du continent. Mais au-delà de la géopolitique, les priorités africaines demeurent la sécurité alimentaire, la lutte contre le changement
changement climatique et l'allègement de la dette, des défis quotidiens qui frappent de plein fouet les populations africaines dans son ensemble. Or, malgré la répétition des plaidoyers à chaque assemblée générale, les financements tardent et les promesses s'accumulent sans résultat tangible. Dans les rues de N'Djamena, Dakar ou Kinshasa, le citoyen lambda reste sceptique. Loin des micros de New York, leurs priorités s'appellent emploi, santé, éducation, infrastructure, bonne gouvernance, électricité et la liste est non exhaustive. Autant de préoccupations rarement traduites dans les résolutions de l'ONU ni dans les politiques nationales de leurs dirigeants. Le manque de cohésion panafricaine est également une autre manche de cette triste histoire. L'Union africaine ne parle pas toujours d'une seule voix, ce qui réduit à n'en point douter l'impact de ces revendications. Les gouvernements africains utilisent ces tribunes pour renforcer leur stature internationale, mais peu investissent dans les politiques nationales capables de transformer la vie quotidienne de leur population. À 80 ans, l'ONU reste une tribune incontournable, mais aussi critiquée par son impuissance, surtout dans les traitements des conflits. Et pour l'Afrique, la question demeure comment transformer les discours diplomatiques en actions concrètes capables de changer la vie des peuples qui meurent dans le silence. Pour que ces assemblées cessent d'être de simples rituels, l'Afrique devrait renforcer l'unité de sa diplomatie, exiger des mécanismes concrets de suivi des engagements et traduire les discours internationaux en politique nationale au service du citoyen lambda. C'est en cela que l'efficacité de la présence africaine à l'ONU se mesurera et l'amélioration tangible du quotidien des Africains se fera sentir. Injures, violences, gifles et bousculades, des coups de poing et de coups de pied. Tel est le comportement indigne des douaniers à l'entrée du pont d'Engeli envers les pauvres femmes qui se battent jour et nuit pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Ces douaniers à l'entrée du pont d'Engeli et ceux qui sont appelés communément Bogo arrachent et confisquent les maigres marchandises de ces femmes. Cette pratique d'un autre âge se déroule tous les jours que Dieu fait. L'on se demande si ce genre de comportements sont administratifs. Les marchandises de ces pauvres femmes qui sont jetées par terre, quelquefois piétinées ou encore emportées est un manque à gagner non seulement pour les intéressés mais également pour l'État car l'économie du pays en dépend. Les 200, 500, les 1000 francs et 2000 francs que ces groupes d'individus collectent quotidiennement finissent dans leur poche ou prennent une direction inconnue. La douane est une institution de l'État qui a pour mission de contrôler les frontières, de réguler le commerce. Sa mission n'est pas d'écraser les plus vulnérables qui cherchent leur pitance journalière. Malheureusement, ce qui se passe à Ngeli est une entorse à l'économie nationale. Il ne sert à rien que des individus sans loi ni foi imposent des frais illégaux aux usagers. Ces agents frauduleux ternissent l'image de la douane. Malgré les visites inopineuses de plusieurs autorités pour rappeler à l'ordre ces individus qui se réclament douaniers, le phénomène va grandissant. Le pont d'Engeli ne doit plus être le pont de la honte. Il doit redevenir un lieu de passage, de commerce où chaque citoyen, quel que soit son statut, est traité avec respect et dignité. C'est l'essence même d'une société juste et d'un État responsable. Il est temps que les autorités sonnent la fin de la récréation dans cette institution qui représente toute l'économie du pays. La pisciculture est une activité très rentable car elle offre une source de revenus complémentaire pour les jeunes et constitue une activité principale pour certains entrepreneurs. Elle permet de produire localement les poissons, qui sont une source de protéines de haute qualité. Pour les pratiquants de cette activité, elle offre à la population des protéines et garantit un approvisionnement en poissons tout au long de l'année. Contrairement à la pêche traditionnelle, qui est saisonnière et dépendante des aléas climatiques. Elle peut aider à pallier la surexploitation des ressources halieutiques naturelles, dont les lacs et rivières, contribuant ainsi à la préservation de l'écosystème aquatique. Le Tchad dispose d'un véritable environnement naturel propice à la pisciculture, avec de nombreux plans d'eau comme le fleuve, les mares et le lac Tchad. La pisciculture dans les zones rurales pourrait stimuler l'économie locale et freiner l'exode rural. De plus, les sous-produits agricoles peuvent être utilisés pour l'alimentation des poissons, réduisant les coûts de production.
Mais des fois, elle fait face à des manques d'infrastructures, d'accès à des alevins de qualité et des aliments proprement adaptés qui restent une contrainte majeure. Le gouvernement tchadien devrait reconnaître son potentiel et mettre en place un cadre stratégique pour son développement et chercher des soutiens auprès des organisations internationales et former des pisciculteurs pour une bonne production, car instaurer la pisciculture au Tchad serait une solution fiable et promoteuse pour renforcer la sécurité alimentaire, diversifier et booster l'économie tchadienne et créer des emplois durables. Organisé par l'Office national de sécurité alimentaire, cet événement s'inscrit dans le cadre du plan national de riposte à la sécurité alimentaire et nutritionnelle visant à renforcer les ménages vulnérables en facilitant l'accès aux denrées de base à des prix largement subventionnés. Le délégué de l'action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Madame Guillaume Adel, insiste sur l'importance de garantir la transparence dans le processus de distribution. Pour atteindre le but pour lequel ces denrées ont été reçues, nous exhortons le comité de gestion de ces ventes à faire preuve de rigueur, de transparence et d'équité pour que les vivres parviennent effectivement aux couches vulnérables sans favoritisme ni manipulation. Ensemble, faisons de cette initiative un succès qui renforce notre unité nationale et témoigne de notre capacité à surmonter ensemble les épreuves. Cette opération, soutenue par le gouvernement, témoigne de sa volonté ferme de lutter contre l'insécurité alimentaire au Tchad. Le secrétaire général de la province du Logone occidental, Alaïndaï Koula Doumbay, souligne l'importance de cette initiative pour améliorer le quotidien des populations vulnérables. L'occasion est tout indiquée de remercier, au nom de la population bénéficiaire, les hautes autorités de la République pour ce geste premier sanitaire qui viendra redonner un petit sourire aux nécessités de la province du Logone occidental. C'est donc un don du cœur, c'est donc un geste humanitaire sanitaire que nous devons donc apprécier à juste titre. Nous insistons sur la nécessité que ces denrées alimentaires aillent strictement aux populations vulnérables. La transparence et le respect des prix subventionnés sont également essentiels. À ce titre, la rigueur dans le choix des bénéficiaires ainsi que celle du suivi des opérations de vente par les responsables à divers niveaux doivent être de mise. Cette campagne met à disposition un total de 3000 sacs de riz de 20 kg, 200 sacs de sucre et 500 bidons d'huile de 20 litres. Les produits seront disponibles dans les 4 départements de la province du Logone occidental, y compris la ville de Moundou. Ce conflit qui a coûté la vie à plus de 8 personnes en 48 heures et semé de panique dans cette zone est la conséquence d'une dispute autour d'un champ entre éleveurs et agriculteurs. Après la dispute qui s'est soldée par une bagarre entre les deux, s'ensuivit mort de l'agriculteur propriétaire du champ. Ses frères se sont mobilisés pour attaquer un ferrique sédentaire voisin. Plusieurs autorités administratives et militaires sont descendus sur le terrain pour le constat, parmi lesquels le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, le général Tokedadi, qui nous fait son constat. Nous remercions le ciel, nous remercions et encourageons surtout tous ceux qui ont pris part dans la quête d'abord de la paix, de la stabilité, de la tranquillité par rapport à ce malheureux événement de Baké. J'ai été éclairé de lire les réseaux sociaux, des contre-vérités, des propagandes qui n'aident pas vos parents. Cherchez la vraie information. L'incident est arrivé. On ne gère plus l'incident. On doit gérer les moyens de sortir du problème de cet incident. C'est à cela que vous devez contribuer, n'est-ce pas, à aider vos parents. Dire des mensonges, dire des contre-vérités, des extrapolations, ça ne mène nulle part. Là où vous êtes, priez beaucoup Dieu. Si ce n'est pas la promptitude des forces de défense et de la sécurité, si ce n'est pas la promptitude
de l'administration provinciale et départementale, si ce n'est pas la présence du procureur de la République, la situation va être autre chose que ce que nous vivons. Pour la procureure générale de la République du tribunal de grande instance de Doba, Madame Bombay Toné Colette Ngaoundi, face à cet acte inhumain, à l'ère où les autorités à divers niveaux prônent la paix, les auteurs et co-auteurs seront corrigés conformément à la loi. Hier, pendant toute la journée, nous avons instruit formellement les forces de défense et de sécurité de procéder à leur recherche. Donc les enquêtes ont été faites et donc certains ont été retrouvés aux cheveux des blessés qui sont à l'hôpital. Donc ils ont été appréhendés hier autour de 22h, 23h. Et ce matin, ils ont reconnu les faits. Ils disent avoir agi sous l'emprise de la colère et ils ont justifié leur acte par un ras-le-bol. Et donc, ils nous expliqueront encore plus amplement lorsqu'ils seront déférés au parquet. Mais nous assurons déjà à la population que ces gens-là qui ont reconnu formellement les faits, ils seront déférés devant le parquet pour être conduits devant le juge et ils répondront de leurs actes conformément à la loi de la République. Il faut noter que les présumés auteurs du crime sont au nombre de 6, dont le père de la victime, cultivateur, et 5 de ses fils à commettre l'acte. Ils sont appréhendés par les forces de défense et de sécurité et les confiés à la disposition de Madame la procureure pour que la justice soit faite. Vivement que ces conflits intercommunautaires ou agriculteurs-éleveurs cessent dans notre pays. Ça fait beaucoup de victimes, ça fait beaucoup de morts, ça endeuille la population et ça fait beaucoup d'orphelins, de veuves et de veufs. Vivement que cela s'arrête et aussi que la justice soit faite et que la lumière soit faite sur toutes ces situations. Cela nous permet, Roms, de revenir sur le plateau avec notre coach. Moi personnellement, ça fait pratiquement 2 semaines qu'on ne s'est pas tamponné sur le plateau. Donc je vais simplement ouvrir mon cahier et puis prendre note, faire un cours de rattrapage parce que j'ai beaucoup de cours à rattraper. Nous allons revenir à lui juste après le jingle. Voilà, merci. Nous sommes de retour comme nous l'avons annoncé. Alors, bonjour coach. Bonjour Homs. Merci, bienvenue. Bonjour Aladief. Bonjour coach. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Alors, je salue aussi les téléspectateurs. Pour moi, c'est encore une fois de plus une grâce de revenir sur le plateau et de parler sur le leadership. D'accord. Je me réjouis de ce que on continue le voyage. Et le leadership étant en lui-même un voyage, si vous ne savez pas à quel moment apporter un certain nombre de réglages pour permettre de faire des ajustements sur la distance, vous ne pouvez pas aller loin. Wow. Et ce matin, je voudrais que nous abordions un sujet qui est aujourd'hui un sujet d'actualité. C'est l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle est un mot qui fait, je dirais, de plus en plus sa présence dans la société aujourd'hui. Vous savez, par le passé, on a parlé purement de ce qu'on appelle l'intelligence. Oui. Et quand on parlait de l'intelligence, c'est un peu donc ce coefficient intellectuel que quelqu'un pouvait manifester ou exprimer. Ensuite, il y a eu donc cet avènement de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui n'est pas, je dirais, ce coefficient intellectuel, mais qui est le coefficient émotionnel, qui vous permet de pouvoir donc chercher à vous connaître vous-même et à connaître aussi les autres et à faire un ajustement de sorte que votre influence puisse s'arrimer avec l'état d'esprit de la personne. Et de plus en plus, après l'intelligence émotionnelle, il y a maintenant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est un concept qui se
brasse avec les nouvelles technologies. Mais je voudrais ce matin parler de l'intelligence émotionnelle. Ce qui fait la différence entre les leaders qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle permet encore une fois de plus donc aux leaders de pouvoir exprimer, manifester une émotion qui soit authentique, parce qu'il faut éviter dans le leadership ce qu'on appelle de la manipulation. Il faut dans le leadership être soi-même et être vrai. Mais en même temps, il n'y a pas que vous. L'intelligence émotionnelle vous permet aussi de chercher à comprendre dans quel état d'esprit votre interlocuteur se trouve. Est-ce que la personne en face de moi est capable et est dans une disposition d'esprit de saisir ce que je vais lui dire? Sinon, comment vais-je lui parler? Comment je dois faire pour le toucher? Parce que dans le leadership, ce qu'on vise, c'est l'influence. Un leader est un exerceur d'influence. Donc, pour que l'influence ne soit pas une énergie envoyée dans l'air, envoyée en gaspillage, envoyée dans le vide, il faut se poser des questions. Quel est le contexte dans lequel je suis? Quel est moi-même mon état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de la personne en face de moi? Et si je dois communiquer avec lui, est-ce que je dois commencer par quelle étape? Dois-je lui dire tout ce que j'ai résolu de lui dire, ou dois-je lui permettre d'aller morceau par morceau? Est-ce que je trouve que le contexte est tellement favorable qu'il faut que j'aille un peu plus en profondeur? Donc c'est tout cela. Et la personne qui a été donc, je dirais un peu le concepteur de l'intelligence artificielle s'appelle Daniel Goleman. Daniel Goleman dit donc l'intelligence artificielle, c'est cette capacité de pouvoir être en même de cerner ce qu'on est et de cerner aussi ce que les autres sont et d'ajuster notre influence pour que nous puissions obtenir le maximum de résultats. Alors, il y a plusieurs composantes de l'intelligence artificielle. La première composante de l'intelligence artificielle, c'est la conscience de soi. Est-ce que je suis conscient de mon état? Est-ce que je me connais mieux? Parce que tout part de qui suis-je en ce moment particulièrement. Est-ce que je suis un peu anxieux? Est-ce que je suis un peu choqué? Est-ce que je suis un peu en paix? Parce que ce que je vais communiquer là va s'envelopper de l'émotion que je ressens dans le moment. Donc il est important déjà d'avoir ce qu'on appelle la conscience de soi. Et quand j'ai la conscience de moi-même et que je connais dans quel état, parce que la conscience de soi, ce n'est pas simplement connaître ses capacités, connaître ses aptitudes, connaître ses expériences. Non, la conscience de soi, c'est dans ce moment précis-là, qui suis-je? Vous savez, l'être est une personne très changeante. Ça, et d'un moment à un autre, on n'est pas parfois la même personne. À cause des événements extérieurs ou à cause parfois des ressentiments qui affectent notre personnalité et notre personnage. Donc, il est important d'avoir, la conscience de soi. Deuxième chose, il faut avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Avec la maîtrise de soi, c'est que, est-ce que je suis capable de dominer mes émotions et de passer le message qu'il faut? Est-ce que je suis capable de pouvoir donc utiliser des mots sans me laisser emporter? Même si ce que je dois dire affecte directement ma personnalité ou est quelque chose qui joue sur mon identité, comment je suis en train de penser, passer le message sans que je sois quelqu'un qui soit sujet à, je ne sais pas, à une susceptibilité émotionnelle. Donc, c'est très important d'avoir la maîtrise de soi. Je suis à bout, mais je veux parler à la personne. Je ne voudrais pas que mon émotion affecte le message que je vais lui communiquer, surtout que je veux lui transmettre une influence. Ça, c'est la deuxième composante, c'est la maîtrise de soi. La troisième composante, c'est donc la conscience de l'environnement. Comment la personne en face de moi se comporte? Quel est son état d'esprit? Comment je le perçois maintenant? Et donc, en ayant une lecture de la personne, parce que j'essaye à travers les mots, à travers les gestes, à travers le visage, à travers sa réponse, à travers donc, je dirais, sa manière de s'habiller, j'essaye de pouvoir appréhender la personne. Vous voyez?
Vous ne pouvez pas dire non parce qu'il a tel âge, il est censé me comprendre. Non. Même si on a 60 ans, même si on a 40 ans, l'émotion compte aussi. Les émotions comptent. Donc, c'est très important de cerner la personne en face de moi, dans son environnement actuel, dans son état actuel, et de pouvoir cadrer mon intervention, ajuster ma communication pour que je puisse obtenir ce qu'il faut de lui en termes de résultats. Donc, 1, c'est la conscience de soi. 2, c'est la maîtrise de soi. 3, c'est donc la conscience de l'environnement ou disons la perception, l'appréhension qu'on a de la personne en face de nous. Maintenant, la 4e dimension, c'est quel type de communication utiliser pour me permettre d'obtenir le résultat. Vous voyez, c'est ça encore l'intelligence émotionnelle. Parfois, j'essaye de comprendre quels sont les mots, quel est le langage qui est plus facile pour la personne, quels sont ses points de distraction, qu'est-ce qu'il aime le plus, qu'est-ce qu'elle aime le plus, quels sont ses domaines de prédilection. Donc, j'essaye de pouvoir aller, disons, d'une dimension des points positifs de la personne pour l'amener là où je vois qu'il y a ses limites et que je voudrais qu'il s'améliore. Donc, il y a une dynamique de communication. Ça veut dire que psychologiquement, il faudrait que je sache comment je vais communiquer pour atteindre la personne. Je ne veux pas utiliser des mots qui vont le heurter. Je ne veux pas utiliser des mots qu'il déteste. Je ne veux pas partir d'un domaine dont il n'a aucune connaissance. Je parle par exemple des questions d'électricité alors que la personne n'aime pas l'électricité, elle aime plutôt les choses littéraires ou les trucs voilà. Donc il faudrait, n'est-ce pas, cerner et préparer cela. Tout cela procède d'une certaine réflexion, d'une certaine dynamique. Donc vous voyez qu'on ne se lève pas comme ça et puis on parle à quelqu'un à tout bout de chemin d'une manière ou d'une autre en pensant que la personne doit vous comprendre. Non. On se lève, on s'examine, on essaye de pouvoir mettre en place un procédé, on essaye d'appréhender la personne, et puis on vise un résultat. Ce résultat, c'est l'influence. On veut amener la personne à travers l'influence à changer, ou à s'améliorer, ou à s'amender, ou à se performer. Donc l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, compte beaucoup. Ne parlez pas sans chercher à comprendre quel est l'état d'esprit de ceux qui sont en face de vous. Mais aussi parler en étant conscient que vous-même là, vous avez une intelligence émotionnelle, vous avez une émotion qui s'exerce, qui s'explique, qui s'influence, qui se manifeste. Et c'est très important de bien cerner cela. Donc pour aujourd'hui, je voudrais déjà m'arrêter à ce niveau, dire encore à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, il n'est pas question juste d'avoir plus de diplômes. L'intelligence émotionnelle n'a pas de rapport avec le coefficient intellectuel. L'intelligence émotionnelle, c'est comment on est capable de percevoir l'état d'esprit de l'autre à travers des mots, à travers son habillement, à travers son accoutrement, à travers donc ses gestes, et de pouvoir donc arrimer, sinon ajuster l'intervention pour obtenir le meilleur résultat. D'accord, merci coach. Alors le travail d'un leader, c'est tout un travail d'un dieu, parce que tout ce que vous venez d'expliquer, c'est vraiment énorme. Mais je voudrais également comprendre une chose. En fait, si tout ce que vous venez de dire, c'est comme on se prépare avant d'aller exprimer quelque chose à celui qui se trouve en face de nous. Mais du coup, si on se trouve avec une personne d'en face et que une circonstance nous met en colère, c'est-à-dire en ce moment on a des sentiments de colère, en ce moment un leader, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit gérer l'émotion pendant cette circonstance? Le processus du leadership même en soi-même est un processus d'ajustement permanent de ce qu'on appelle l'influence. Nous avons touché ici une des composantes de l'intelligence émotionnelle qui est la maîtrise de soi. Vous voyez, si la personne en face manifeste un état d'esprit tel que vous ne pouvez rien communiquer, votre intelligence émotionnelle va vous dicter de pouvoir convertir votre séance en une séance de coaching, d'encouragement, et non une séance où vous voulez absolument passer le message que vous voulez. Et puis, si vous avez l'impression que cette colère que vous allez manifester risque de détruire, autant raccrocher la séance, autant fermer la séance et quitter. Parce que vous avez la conscience de soi. Votre conscience vous dit que si vous persévérez, vous risquez de gâter les choses. Tel que ça commence à vous taper sur les nerfs. Alors, pour ne pas tomber dans l'impasse, je préfère simplement arrêter la séance et me retirer, que de forcer et d'arriver dans l'impasse. Parce qu'on risque
d'éloigner la personne que vous voulez influencer de votre proximité ou de votre environnement. D'accord. Voilà. Merci, coach. Merci pour cet éclaircissement. Merci pour votre intervention. Nous allons devoir vous raccompagner et on se verra peut-être la semaine prochaine. Parfait. Merci. Partons de l'autre côté, trouver Dina Love pour accompagner notre invité. Moi, ce que j'aime au Tchad, c'est la solidarité des Tchadiens. C'est la solidarité des Tchadiens, puisque si vous essayez de faire un peu de tour ou bien sonder quelques pays africains, je vois que la solidarité est beaucoup plus accentuée dans l'esprit et dans la mentalité des Tchadiens. Et c'est ce que j'aime. Et fier de l'être aussi comme un Tchadien et d'être solidaire comme les autres. Tchad, c'est mon pays. Je l'aime beaucoup. La manière de vivre, c'est-à-dire quand tu arrives dans un milieu où que tu n'as pas connu, là, tu dis bonjour à tes amis. S'ils sont à table, ils t'accueillent à bras ouverts. On cause ensemble. On te fait, c'est comme si tu es de leur famille ou bien tu es ensemble avec eux. Donc cette manière de faire, j'aime beaucoup. Moi, j'aime ici au Tchad, j'aime d'abord le avancement du pays. J'aime que le pays soit bien avancé. Et j'aime encore que le pays soit un peu en état de sécurité. J'aime d'abord la sécurité et j'aime aussi la santé dans le pays pour pouvoir faire développer le pays, la gestion des deux que moi j'aime. J'aime le Tchad. Moi, ce que je veux dans mon pays, je veux la réussite et je veux que le pays soit en paix. Et je veux que toute la population tchadienne soit en paix. Bon, au Tchad, ce dernier temps, ce que je constate, il y a quand même une sécurité. Ça, dans ce cas, je tire un chapeau au gouvernement par rapport à la lutte contre le terrorisme, tout ça. Je sais que le Tchad, par rapport à d'autres pays, c'est très mieux. Et là, j'aime ça. Ce que j'aime au Tchad, la population est jeune. Et cette jeunesse, on a l'audace de voir un jour le Tchad puisse être un pays émergent. Mais ces jeunes sont passionnés, sont toujours passionnés, sont calmes. Comment ça, ce que j'aime au Tchad, il y a d'abord, la femme est respectée beaucoup au Tchad. Ça, c'est d'abord sur le premier plan ce qui m'intéresse au Tchad aussi. Et il y a aussi la viande, le bétail, qu'on voit presque partout aussi. Il y a aussi il y a aussi un peu quelques gens qui sont sociables aussi. Ok, ce que j'aime tellement au Tchad, c'est la solidarité. Malgré que les gens se battent par-ci par-là, mais lorsque les Tchadiens se retrouvent quelque part, par exemple dans un pays étranger, ils se voient tous comme des frères et sœurs. Ce que j'aime au Tchad, c'est juste la solidarité. Les gens sont trop solidaires. S'il y a un cas, les gens viennent t'assister. C'est l'important, c'est ça. Bon, moi, ce que j'aime ici au Tchad, nous les Tchadiens, on a la liberté d'aller n'importe où. Bon, au Tchad, oui, justement, beaucoup de choses. Surtout ici, au Tchad, le football, par exemple. Ce que j'aime beaucoup dans la culture tchadienne, c'est l'éducation. Je me rends compte qu'en ces derniers temps, c'est presque tous les parents qui envoient les enfants à l'école et autres. La scolarisation des enfants, en plus les filles. Et le second, je me rends compte que plus les jeunes ils se donnent aussi dans le sport. De retour sur le plateau, ce que j'aime au Tchad, ce que j'aime au Tchad, c'est l'hospitalité, c'est le Fadal Ngom avancé, Ide Kede, voilà, tu vois, ça, moi, j'aime au Tchad, hein, que tu sois dans le programme ou pas, que tu sois programmé ou pas, dès que tu arrives, prends une cuillère, lave-toi les mains, Fadal, non, ça, j'aime. Mais c'est une chose qui est en train d'être disparue, hein, parce que là, ce n'est plus le propre des Tchadiens. Hein. Le Tchadien qu'on connaît, c'est celui-là qui est toujours solidaire, c'est celui-là qui partage. Mais le Tchadien d'aujourd'hui, j'ai bien peur que, avec le temps, il n'y aura pas de fadal là. J'ai toujours dit aux gens que
le fait de voyager ne doit pas nous amener à effacer les bonnes mœurs que nous avons chez nous. Ouais, on va en copie chez les autres. Justement, aujourd'hui... des choses qui ne vont même pas avec notre culture. Même quand tu prends les Tchadiens, les gars, ils te font ailleurs, au Cameroun, ils sont plus Camerounais que les Camerounais, au Nigeria, ils sont plus Nigériens que les Nigériens. Et voilà, quand ils rentrent, tu vois les gars avec des petites chaussettes aux pieds, ils dorment jusqu'à 9h, 10h, tu arrives chez eux, à l'heure là, je dors. Ouais. Non, le Tchadien n'est pas comme ça. Le Tchadien est celui-là qui se réveille à 5h, il toque devant le voisin. Voisin, ça va, vous êtes bien réveillé? Pourquoi tu viens me déranger? Au fait, tu as raison de relever cela parce que tout est en train de disparaître. Revenons à l'essentiel, comme l'a dit quelqu'un. On doit revenir à l'essentiel. Cela nous permet simplement de prendre le jingle de notre chronique Héritage politique. Sur le plateau, nous avons notre chroniqueur de l'héritage politique. Lui-même en question, c'est tout d'une bibliothèque, c'est tout un fourre-tout. Voilà. C'est lui qui nous présente l'héritage politique. L'encyclopédie même. Bienvenue, doyen. En tout cas, merci beaucoup. Je suis assez flatté. Assez flatté, merci beaucoup. En fait... tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau une fois de plus. Vous savez, on dit quelque part, pour un peu reprendre cette pensée que vous venez d'évoquer, voyager c'est limer sa cervelle contre celle d'autrui. Lorsque vous ne voyagez pas, vous êtes inscrit dans un immobilisme, dans un fixisme. Oui. Et ça ne vous permet pas... singer n'est pas mauvais, copier n'est pas un péché non plus. Mais il faut savoir le faire. C'est ça. Il faut savoir le faire, il faut savoir copier. Ne restons pas dans un fixisme. Ça, c'est le mot que moi j'ai. C'est le mot de la journée. Alors, Dina Mouga, ne restez pas dans le fixisme. Voilà. Faut voyager. Mouga, faut de temps en temps voyager, quitter Grillage, voyager, aller à Moursal, voyager, aller à Bénin. Mais il faut qu'il voyage bien, hein, parce que le doyen dit il faut savoir voyager. Parce que quand on voyage, c'est bien de copier, mais il faut bien copier. Tu veux me parler de ton voyage avec Mouga alors? Voilà, oui. Alors, on y reviendra hors micro. Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez un élément pour nous. Oui, en fait, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un homme politique, chef de parti politique, un ancien ministre, il a été au CNT et qui va nous, selon son approche, n'est-ce pas, nous présenter qu'est-ce que l'héritage, qu'est-ce que la politique, et qu'est-ce que la politique a fait de lui, qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà. D'accord. Monsieur Ogo. Alors, la régie, nous sommes à vous. Je m'appelle Ahmed Abdoulaye Hou. Je suis né le 17 septembre 1956 à Biltine, au niveau de Ouadfira. Donc mon père, il est originaire donc, de la région de Moyen-Chari, plus précisément de Corbol, c'est dire que je suis de Nipoua, et ma mère, elle est originaire de Ouadfira, de Biltine. Et j'ai fait mes études primaires, une partie au Bata, donc une partie au Guéra, et c'est au Guéra que j'ai obtenu mon certificat d'études primaires et je suis entré en 6e, à SAR, au collège Charles-Wanga. Alors vous savez, à l'époque, moi, mon ambition, j'ai voulu vraiment être quelqu'un de l'agriculture. Nous avons bénéficié d'une bourse, donc j'ai fait partie des Tchadiens qui ont bénéficié d'une bourse nationale tunisienne, et j'ai fait mes études en Tunisie, avec une bourse tunisienne, complétée par une bourse tchadienne. Parce que souvent en Tunisie, la bourse
le montant de la bourse quand vous étiez en Tunisie est inférieur au montant de la bourse que le Tchad verse à ses étudiants en Tunisie. J'ai fini mes études, j'ai fait l'étude supérieure de gestion, j'ai obtenu ma maîtrise donc en gestion des entreprises en 82, et dès que j'ai obtenu ma maîtrise en 82, j'ai décidé de rentrer au pays pour servir donc mon pays. Donc, je suis arrivé au pays, et là, parce qu'à l'époque, quand on venait intégrer la fonction publique, c'est pas difficile. Vous rentrez des études, vous choisissez le ministère que vous voulez, vous partez prendre le service, et après vous constituez votre dossier, vous déposez ça à la fonction publique. Vous rentrez en 82, bon, c'est un peu difficile. J'ai commencé au niveau donc, du ministère du Commerce et de l'Industrie, mon stage là-bas. La politique, c'est l'art de gérer la société. Comment gérer la société? Moi, ce que les gens pensent, la politique, effectivement, être un politicien, c'est avoir l'art de gérer la société. Parce que vous le savez, elle est composée donc de plusieurs groupes unis, différents horizons, et il faut avoir vraiment cette capacité-là de pouvoir gérer. C'est pourquoi donc, on dit que la politique, c'est la gestion de la cité. En 90, avec la politique, c'est comme ça que, justement, n'est-ce pas, c'est toujours aider le Tchadien. Alors, comme il faut faire de la politique, c'est ainsi que je me suis engagé à faire de la politique, bien qu'étant travailleur dans le privé. Vous savez, quand vous êtes dans le privé, c'est pas facile de faire régulièrement de la politique, mais j'ai décidé quand même de faire de la politique tout en travaillant dans le privé. Faire la politique, j'ai travaillé dans le privé, et c'est en 2003 que le président Déby m'a appelé pour la première fois comme son conseiller à la fonction publique extérieure. Donc maintenant, de 2003 jusqu'à maintenant 2021, j'ai été plusieurs fois conseiller du chef de l'État, j'ai été donc 3 fois au gouvernement, jusqu'à la mort donc, du maréchal, et ensuite, seulement que j'ai quitté la sphère donc, de la politique, 5 mois après, et on m'a envoyé donc au niveau du Conseil national de transition. Bon. Sinon, je suis présentement donc retraité civil, donc depuis 2016. Donc, ça fait presque 9 ans que je suis à la retraite sur le plan du travail. Au départ, personnellement, je ne suis pas destiné pour la politique, parce que quand on étudiait, que ce soit au lycée, à l'université, je suis beaucoup plus défenseur des droits des étudiants. Donc j'ai été président de l'association des étudiants, tout ça, ainsi de suite. Et rentré au pays, j'ai commencé à travailler, et là aussi donc j'ai milité dans un premier temps donc au niveau des droits de l'homme. Donc nous sommes les tout premiers militants des droits de l'homme, à l'époque avec le président John Dang. Donc on a milité, et puis après les droits de l'homme est arrivé donc au niveau de la politique. C'était l'arrivée donc de MPS, vous savez, au niveau du Tchad. Tout le début de la création des partis, c'est beaucoup plus basé sur les régions. Donc, on était à la constitution de l'UNR. Donc, j'ai un ami qu'on a contacté, et puis c'est comme ça que j'ai eu le document. Et ensemble, on a créé l'UNR. Et c'est comme ça que j'étais le président de l'Assemblée générale de l'UNR. Et après, quand on a mis en place le parti, c'était en avril 92, donc immédiatement, j'étais vice-président du bureau provisoire, parce qu'à l'UNR, quand on a créé le parti, donc on n'a pas désigné directement le président. On a mis en place un bureau provisoire, dirigé par le docteur Ramadel Moïbou, et j'étais son vice-président. Donc on a cheminé de 92 jusqu'en 2001, donc c'est là.
à partir de 2002, donc j'ai créé mon propre parti. Parce que donc il y a eu divergence d'opinion, tout ça, par rapport aux élections passées, aux élections à venir. Et c'est comme ça que donc, j'ai quitté pour créer mon parti, le Parti national pour la démocratie et la République. Nous, quand nous avons créé le parti, l'objectif, c'est clair. Et ça se voit même sur la devise de notre parti. D'abord, la justice, la dignité et la liberté. Autrement, ce qu'on dit, on parle beaucoup de liberté aussi, bon. Mais tant qu'il n'y a pas de justice, on ne peut pas parler d'autre chose. Parce que nous pensons qu'au niveau de l'Afrique en général, et peut-être au niveau du Tchad, le gros problème, c'est le problème de l'injustice. Donc c'est pourquoi nous butons et nous voulons nous associer aux autres pour qu'il y ait tout d'abord la justice au niveau du Tchad, au niveau de notre pays. Quand il y a la justice, tout va être... tout le reste, là, c'est lié à la justice. D'abord la justice, ensuite la dignité de l'homme. Puisqu'il faudrait que chacun, à son niveau, ce qu'il exerce, ce qu'il fait, qu'il soit digne de le faire. Qu'on le reconnaît dans cette dignité-là. Même si vous balayez donc la rue, c'est une dignité de le faire. On doit vous considérer. Maintenant, après cela, ça viendra la liberté. Et la liberté également a ses limites. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu dis que je veux faire tout ce que je dois faire. Comme disait l'autre, donc la liberté commence de là où finit celle de l'autre. C'est pourquoi donc, nous pensons que c'est ça le problème du Tchad, de l'Afrique d'une manière générale. Les Africains ont besoin d'abord de justice. Tant qu'il n'y a pas de justice, tant qu'il y a de l'injustice, rien ne va marcher. Aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou bien au Tchad, les gens ne font pas la politique par conviction. Compte tenu des problèmes que nous connaissons, les gens viennent au niveau d'un parti politique, c'est pour pouvoir peut-être se positionner, avoir donc un accès parce qu'on estime que quand on fait de la politique, il y a le gain facile, ainsi de suite. Ça, c'est un problème. Il faudrait que les gens soient convaincus. Et, ce qui est certain, les jeunes doivent faire de la politique. Ils doivent faire de la politique. Parce que la politique, comme je le disais, c'est la gestion de la cité. La politique, c'est une vision du futur. On a commencé maintenant, mais comme on dit, on ne peut pas arrêter. Il faudrait que les autres puissent avoir le relais. Nous, quand nous avons créé le parti, nous avons créé le parti, c'est pour la jeunesse. Les gens, ils doivent avoir cette conviction-là. Je fais de la politique, c'est pour qu'il y ait justice. J'encourage vraiment les gens à faire de la politique. Mais il ne faudrait pas que les gens pensent que l'idée qu'on a, et qui est toujours entrée dans la tête, c'est cette politique politicienne. Vous savez, en arabe, on dit en politique. Quand on fait de la politique, on dit en politique. Ça veut dire, pour eux, le politicien, c'est un menteur. Le politicien, donc, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Le politicien, c'est celui qui trompe les autres pour se positionner, etc. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on note notre idée, qu'on ait sur des nouvelles idées. Et la politique, c'est pas pour tromper les gens. Quand on est dans la politique, on consacre sa vie pour le bien-être de la population. Quand on fait de la politique, beaucoup de gens pensent qu'on vient faire de la politique. Voilà. Non, non. En faisant de la politique, vous n'allez jamais être riche. Si vous voulez être riche, allez-y faire des affaires, plutôt que de faire de la politique. La politique, ça vaut au pays, au Tchad, bon, nous sommes pauvres. C'est pourquoi les gens viennent vers la politique. Et c'est la raison pour laquelle quand les gens adhèrent dans un parti politique, ils ne viennent pas avec l'idée de dire qu'est-ce que je peux faire pour le parti, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation des uns et des autres puisse s'améliorer. Mais il vient, qu'est-ce que le parti peut faire pour moi? Est-ce que le parti va me positionner? Il faudrait vraiment qu'on se libère de ça. Et c'est la politique, c'est la gestion de la société. Les gens doivent vraiment donc le faire pour le bien-être de leur population.
contenu très riche, mais très instructif, très varié, très divertissant. Je pense que ceux qui nous suivent, les auditeurs de IFM, les téléspectateurs, les internautes, ont retenu quelque chose. Alors, doyen, monsieur le conseiller, doyen, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Vous qui avez eu l'habitude de courtoyer l'homme, derrière tout ce que l'homme a dit, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, moi je crois que ce que je retiens, c'est que si vous ne faites pas la politique vous appelle. Comme il a dit, dans sa tête, il n'était pas prédestiné à faire la politique, mais de fil en aiguille, il est devenu un homme politique, il s'est engagé dans la politique, il a créé son parti. Mais ce qui semble retenir mon attention dans ses propos, c'est que le politique ou le politicien, c'est un menteur. Dans une conception africaine, d'aller dire, en retraite, dans nos milieux, n'est-ce pas, ruraux, celui qui fait la politique, il est souvent doigté comme le menteur. Voilà le menteur, là, il arrive. Et on dit autrement en arabe, c'est le jassous. C'est quelqu'un qui vend les autres pour gagner sa vie, pour gagner sa vie, etc. C'est vrai, vous savez, ça peut être vrai dans la mesure où les hommes politiques se comportent lorsqu'ils sont en campagne ou alors lorsqu'ils descendent dans leur base, ils promettent, n'est-ce pas, les monts et merveilles. Je vais donner des bourses à vos enfants. Je vais construire ceci. Je vais goudronner toutes les routes du quartier. Même goudronner les murs. Alors, vous savez, quand c'est comme ça, les gens sont attentistes. Et dès lors où vous ne faites pas, ça laisse un peu perplexe et les gens s'interrogent. Vous êtes quel genre de type? Voyez-vous? Donc, ils se sentent même bernés. Voilà, ne faisons pas la politique qui berne. Ne faisons pas la politique qui vous met à un certain moment dans une posture de menteur. Mais la politique, c'est une réflexion, c'est une action associative qui vise un objectif, celui de gérer la cité. Mais si vous ne pouvez pas gérer la cité en transportant avec vous des casseroles, ça, je crois qu'à la longue, hein, vous risquez de pêcher dans le merigot, pas une grenouille, mais je ne sais pas pêcher l'eau. Mais est-ce que, doyen, selon vous, ce n'est pas la façon de faire de nos politiciens tchadiens aujourd'hui, voire africains mondial, qui fait à ce que cette connotation commence à devenir la règle, ou quand on voit un homme politique, on trouve que c'est un menteur. Les gens vont jusqu'à même, quand tu parles et que tu es en train de mentir ou dire un truc, on va te dire, généralement, au milieu de Gambay que je courtais, ils te disent, ta politique, les gars, ou pas, non. Donc, tout ce qui est mensonge, est-ce que ce n'est pas aussi l'habitude ou bien le comportement des politiciens? Je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est ce que vous dites qui vous bâtit, qui vous construit. Vous vous rendez compte? Et vous savez, ici en Afrique, j'allais dire, ici dans notre pays, vous avez des gens... Parce que lorsque vous faites la politique, c'est que vous êtes parti d'une prise de conscience, d'un constat. D'un manquement. Mais vous avez dans ce pays des gens qui n'ont jamais pris conscience d'une situation donnée, mais qui se sont engagés, j'allais dire, qui ont moutonné. Oui, mais il a même dit dans cela, il dit beaucoup font sans conviction. Parce qu'ils n'ont pas de... Il n'y a pas de conviction. La politique, c'est quand vous vous asseyez, vous avez fait un tour dans les provinces, etc., ou alors, par rapport à la gestion du pays, vous dites, mais il y a un manquement. Donc, vous doitez la chose que vous pensez en vous engageant dans la politique, vous allez corriger. Mais dès lors où vous restez comme ça, vous regardez les gens danser et vous vous engagez dans la danse sans savoir comment, quel est le rythme, comment il faut danser. Justement. Moi, je voudrais savoir, est-ce que faire de la politique, c'est forcément venir changer quelque chose? Est-ce qu'on ne vient pas, par moment, ajouter, compléter? Parce que souvent, on entend que non, faire de la politique, c'est parce qu'on a pris conscience de quelques situations dont on vient changer.
Mais peut-être que cette situation, elle est manquée de moyens, où il y a encore quelques ajouts à faire et que moi en tant que politicien, je vais peut-être pour ajouter. Moi, je me réjouis du fait que la jeune génération est en train de corriger ça. Ah oui. La jeune génération, lorsque vous faites une lecture de ce qui se passe ici en Afrique, oui. Mais il y a une prise de conscience complètement à part, n'est-ce pas, nos devanciers. Ouais. Voyez-vous, nos devanciers ont été positionnés par les Occidentaux, les coloniaux, etc., oui. Pour le besoin de leur cause. Oui, mais les jeunes, hein, vous avez quelqu'un comme Ibrahim, vous avez quelqu'un comme au Sénégal, oui, Sanko et autres. Sanko et vous avez, je ne sais pas, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Mais je crois que la mayonnaise, comme on le dit, est en train de prendre. Les jeunes sont en train de prendre leur destin ici en main. Même ici au Tchad, vous avez des jeunes qui sont engagés dans la politique et pas la politique politicienne. Voyez-vous, j'aime bien, il y a un parti politique qui se dit le nouveau son, c'est ça? Le nouveau jour ou le nouveau son, prenez ça comme vous voulez. Mais je crois que ça laisse transparaître déjà qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose, n'est-ce pas, une entité nouvelle qui est en train de s'installer. Et ça, c'est à partir des jeunes. Parce qu'en fin de compte, le vieux ou alors le type de troisième âge ne pourra pas te dire, mais un nouveau jour. Mais il n'a pas de nouveau jour, lui. Il n'a pas de nouveau jour, voilà. Donc, il ne peut pas proposer un nouveau jour. Ça ne peut être qu'un jeune qui, ayant, n'est-ce pas, fait la lecture ou la relecture de la gestion de la cité, dit, bon, moi, en fait, je m'engage à la politique. Ok. Waouh. Je pense que c'est une très belle conclusion. Très, très belle conclusion. Merci à M. Clément Abaïfota qui est notre chroniqueur, mais surtout la personne ressource de la maison. Merci pour ces éléments, mais surtout merci aussi pour la vidéo de M. Ougoum qui nous a encore mieux parlé. Merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier. D'accord. Alors, Homs, nous allons raccompagner notre chroniqueur avec un élément qui nous sera proposé par la régie. Ce qui nous énerve, presque nous sommes des diplômés. Et vous voyez, on vient au niveau des chantiers. Moi, je suis licencié en gestion administration, mais je fais que le chantier. Et ça me rapporte que, bon, peu de moyens, mais je vis avec. Mais ce qui nous énerve beaucoup, il n'y a pas le travail ici à Mondo. Pour travailler, il faut avoir beaucoup de relations quelque part pour trouver de quoi pour nourrir la famille. Donc, ce qui nous énerve, c'est le manque de travail. Il n'y a pas quelque chose qui nous rapporte ici à Mondo. Donc, les jeunes sont là et certaines sont déviés dans les boissons, des boissons, et certaines partent aussi pour voler. Donc, c'est pas bien. Nous voulons des emplois ici à Mondo. Ça peut nous aider. C'est ce que je voudrais vraiment demander aussi au gouvernement de penser à la jeunesse mondolaise. Le manque de développement, le manque d'emploi, la ville n'avance pas. Il n'y a pas de progrès. Il y a également peu d'investissements de la part du gouvernement central ici. On a le sentiment d'être abandonné, en fait. C'est ça qui est énervant. Nous aimons tous ce Tchad, nous aimons ce pays. Nous avons un président qui est jeune. Je profite de votre micro pour lancer un appel à l'endroit du président de la République, de commencer à la jeunesse montréalaise. Mais ce qui m'énerve là, c'est que je n'ai pas trouvé un travail. Je suis là devant vous, là où vous me voyez. Je suis un père de famille. Je n'ai pas un bon travail comme ça pour m'occuper de mes enfants. Donc il n'y a pas les activités en tant que telles pour employer les jeunes. S'il y a des entreprises, au moins nous jeunes là, on peut aussi en profiter, mais il n'y a pas des entreprises qui peuvent nous employer, donc on est là comme ça. Et ce qui m'énerve beaucoup, les gens ne se respectent pas ici.
même les gens marchent sur la route, ils ne veulent pas laisser la route pour les autres. Et quand ils sont devant une boisson, c'est autre chose, c'est des désordres, ils se bagarrent partout. Même si tu viens, on ne te connaît pas, on te gifle. La fois passée, on m'a ramassé sur la route, je marchais comme ça, je ne connaissais même pas leur cause, je ne connaissais pas qu'est-ce qui ne va pas. Et finalement, j'ai ramassé jusqu'à là même au niveau de ma mâchoire là. Je ne sentais pas bien, si je baillais là, ça me fait mal. Donc les gens ne se respectent pas ici. Les gens ne se prennent pas en considération ici et ils ne veulent pas chercher qu'est-ce qu'on va faire absolument afin que notre ville de Moundou, en tant que capitale économique, là, ça marche bien là. Les gens ne cherchaient pas à voir ces choses-là. Donc ça en fait trop mal, quoi, parce que c'est deuxième capitale économique. Dans la ville de Moundou, il y a beaucoup de choses à expliquer, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. D'abord, il y a trop de chômage par rapport aux jeunes diplômés sans emploi. On est là, on ne sait quoi faire, on vient, on est obligé de se balader dans des quartiers, même il n'y a pas de job à faire. On est obligé maintenant de prendre des motos, taxis pour circuler en clando. C'est d'abord même le clando là, qui est une activité principale même pour les jeunes diplômés sans emploi de Moundou. Donc, nous sommes là, nous d'autres parfois on regagne le village, on travaille le champ, mais pour aller continuer nos études, mais il y a toujours chute du prix. Hein? Il y a chute du prix. On vient même, il y a chute du prix, on amène nos produits là au marché, même là, ça n'atteint pas même le prix qu'il faut se déplacer, aller au Cameroun, au Gabon, pour aller continuer les cours. Donc, c'est un petit peu difficile pour nous, quoi. Voilà, Aladjef, dans cet élément, il y a une chose qui a attiré mon attention. Une femme qui déplore une situation de nos frères. C'est bien de boire, c'est bien de se défouler, c'est bien par moments de s'amuser. Mais il faut se respecter quand on boit. Parce qu'aller taper sur quelqu'un, c'est plus fort quand même. Hein? Et maintenant, elle a reçu un coup de gifle. Pour rien, on l'a giflé, voilà. De sorte que... Ça fait rire, mais c'est des situations En tout cas, c'est compliqué. Moi, Rome, ça fait rire, mais comme tu l'as dit, tu vois, des fois, le laxisme, quand les jeunes sont là, ils ne font rien, ça crée beaucoup de choses. Ça crée des tensions, ça crée des sentiments de colère. Comme on le dit dans notre jargon, le cardio va plus vite, ça va plus vite. Regarde. Pour rien, on gifle quelqu'un. Comment on peut expliquer ça? Pour moi, c'est que c'est pas normal. C'est vrai, tu es allé toi-même boire ton alcool. C'est toi-même qui as décidé d'être bien saoul parce que tu t'es dit que tu veux un peu noyer ta situation. Voilà, c'est vrai, on est tous en train de traverser des situations parce que qui vit au Tchad, qui ne traverse pas des situations, c'est que ce n'est pas un Tchadien. Ouais. Même les étrangers qui viennent vivre chez nous te diront toujours qu'ils ont des situations à gérer. Mais cela ne te donne pas ce droit d'aller s'enivrer et puis venir trouver... et sur quoi c'est une femme. Et donc, quelquefois, je peux dire que ça, c'est prémédité. Parce que taper sur quelqu'un qui est-ce que c'est cette personne-là qui t'a empêché peut-être de réussir, qui t'a empêché d'avoir un boulot, qui t'a empêché d'avoir d'argent, ou bien qui est la cause de ta séparation avec ta femme, ou bien avec ta famille et tout ça. Donc, c'est bien qu'on boive, mais... qu'on se respecte quand on boit. C'est bien. Malheureusement, Rome, ce que tu dis, c'est dans un contexte où on peut se comprendre, se contrôler. Mais l'alcool, quand l'alcool prend le contrôle, tu ne peux pas respecter quelqu'un. Parce que l'alcool te dicte certaines choses que, en temps normal, tu ne le fais pas. L'alcool, des fois, il y en a qui utilisent l'alcool pour dire des choses qu'ils ont fait, qu'ils ont enfouies en eux, des choses qu'ils ont gardées en eux, des choses qu'ils voudraient le dire, mais en état lucide, n'avaient pas le courage de l'exprimer. Mais c'est pourquoi je dis à Aladjef, celui qui boit avant d'agir, celui ne viendra jamais dire que c'est l'alcool qui m'a poussé à le faire. Non. Ben, malheureusement, il te dira que c'est l'alcool. Non, mais ça, c'est des fausses idées. Parce qu'en réalité, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a déjà préparé. En fait, c'est ce qu'il voulait faire bien avant,
Mais l'occasion ne le permet pas, ou étant lucide, il pense que quand il va agir, les gens vont dire, bon, bah, c'est pas bien, mais quand il boit un peu, ils vont mettre dans le dos des raisonnements et des choses comme ça. Mais c'est pas juste. J'ai assisté à un jugement chez le chef de carré dans les années 2002-2003. Le monsieur a fait tellement de gaffes étant sous. Maintenant, quand on l'a amené chez le chef de carré, demain matin, il ne reconnaît pas les faits. Il niait en bloc. Que non. Bon, après, l'un des conseillers du chef, sage qu'il soit, a observé le monsieur et lui a demandé pourquoi vous niez les faits. Alors voici sa réponse. Il dit, je sais que hier soir j'étais sous. Donc je ne crois pas que je ferai ça. Maintenant le vieux dit, les faits tu les as niés. Mais quand même tu savais que tu es sous. Ça veut dire que quelque part tu es conscient. Tu es conscient, ouais. Qui t'a dit que tu étais sous? Voilà. Et c'est sur ce point-là seulement qu'on l'a coincé. Parce que si quelqu'un dit que je suis sous, ça veut dire qu'il connaît sa situation. Oui, il dit que... Non, il a bien précisé, il sait qu'il était sous hier soir. Oui. Comment il a su qu'il était sous hier soir? C'était ça la question. Ouais. Comment tu as su? Ouais, comment tu as su? Qui t'a dit? Donc, bref, l'alcool aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, moi, deux fois, je sors, je vais avec les amis, je prends 2, 3 et puis je rentre. Dans 2, 3, là, tu vas te retrouver à 5, 10, et puis 11, 12, 13, 14, 15. Et après, l'alcool va commencer à te dicter. Une petite histoire de quelqu'un qui dit qu'on a mis un pasteur devant un fait accompli. On lui a présenté 3 situations. On lui a présenté l'alcool, on lui a présenté une femme, on lui a présenté un enfant et on lui dit, soit tu bois, soit tu couches avec la femme, soit tu égorges l'enfant. Ou bien soit tu tues l'enfant. En tout cas, peu importe les moyens. Il reste, il dit, il est pasteur, il ne peut pas commettre l'adultère en couchant avec la femme. Il est pasteur, il ne peut pas commettre le meurtre en tuant l'enfant. Alors, il préfère boire. Maintenant qu'il a bu, l'alcool lui a poussé à commettre les 2 autres. En même temps. Donc, c'est pour dire que l'alcool, quand l'alcool prend le contrôle, l'alcool contrôle tes yeux. L'alcool prend le contrôle le cerveau. Tu vois tout noir. Bon, selon les alcooliques, bien sûr, ils disent que tu vois tout noir. Non, tout est tout devant toi. Tout noir. Non, ils voient bien. Ils voient même clairement. C'est un témoignage? Non, c'est un complément. Pardon, faut pas m'accuser. Et bon, selon eux, l'alcool prend le contrôle sur même ton langage, sur ton expression. Parce que tout ce que tu dis, c'est et ton cerveau. Donc, même ton équilibre, tu n'arrives pas à marcher. Tu n'es plus. Voilà. Donc, regarde, utiliser son argent pour souffrir. Pour souffrir de la sorte. Moi, je préfère garder mon jeton pour faire autre chose. Ce que tu dis là, peut-être à ta sortie ici de la télé, il y aura des convocations pour toi. Les gens vont dire, mais donc pour nous qui utilisons notre argent pour boire. Tu as oublié qu'un peu plus haut, on a dit que c'est une question de décision, c'est de vision et de choix. Voilà, c'est un peu ça, c'est une question de décision. Tu peux décider de boire, mais il faut boire dans la responsabilité. Ici, nous sommes en train de dire que l'alcool, ceux qui boivent ne sont pas peut-être des personnes sans raison. Non, ça c'est faux. Mais c'est pour dire que tu peux boire. Bois autant que tu veux, mais en restant responsable, en respectant les limites. Ce n'est pas en buvant et puis sortir, taper sur les femmes, taper sur les enfants, créer des situations. Surtout gifler une dame que même quand elle baille la mal à la... C'est que elle a exprimé, disons, une situation qui l'a vraiment choqué, mais c'est dans sa façon d'exprimer qui m'a vraiment animé. Parce qu'elle dit... c'est tellement fort à tel enseigne que quand elle baille... Ok, Rom, c'est bon. Merci.
Amis téléspectateurs, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission de ce jour. Sachez que le bonheur, ça se crée, le bonheur, ça se développe, mais aussi la vision, le travail, ça se développe. La vision, elle s'entretient. Et vous savez que le Tchad est encore vierge dans le domaine entrepreneurial, culturel, beaucoup de choses. Alors, il faut simplement avoir une vision et se donner les moyens pour y arriver. Merci beaucoup, Roms, pour cette complicité. C'est à moi de te dire merci et dire également merci à tous ceux qui ont accordé beaucoup de temps à cette émission. Nous allons simplement vous donner rendez-vous pour demain et vous laisser déguster ces quelques bouts de morceaux de la musique avec Gina Love. Pour nous, nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. Inch'Allah. Tous les jours parlant avec mon gars, franchement il m'énervait. J'ai remarqué un changement de comportement, il était suspect. Je me suis mise à observer, les sentis en famille les montaient. Retourner son téléphone, toujours silencieux au mode avion. Il s'éloigne pour décrocher, tout était motif de son discours. Mais c'est le jeu, il a laissé mes sens sous mes yeux, il a compris que je suis supprimer. Un jour tu vas oublier, je suis supprimer. On va t'attraper, supprimer. Un jour tu vas oublier, je suis supprimer. On va t'attraper. Tu as bloqué tout un beau avant de la mettre en statut. On va t'attraper. Range Rover te dépose, c'est plus du 17 âge. On va t'attraper. Papa, maman, grande sœur, elle m'a montré couleur. Elle dit qu'elle s'en va faire ses cheveux à midi. Elle revient à 2h. Je suis choqué, j'ai pris son téléphone, elle suit sauce. Elle répond aux appels, elle chichonne. Sur tous ses numéros, y'a cœur, diversion. Quand la dit, elle dit c'est son tonton. La poste toutes les applis de son phone. Elle gagne l'argent, on sait pas ce qu'elle fait. Elle a dormi sans verrouiller son portable, je l'ai pas. Tu peux supprimer. Un jour tu vas oublier. Supprimer. On va t'attraper. Tu peux supprimer. Un jour tu vas oublier. Supprimer. On va t'attraper. Tu as bloqué tout un beau avant de la mettre en statut. On va t'attraper. Range Rover te dépose, c'est plus du 17 âge. On va t'attraper. Voilà, tu n'arrives pas. Continue. On va t'attraper. Conseil pas. C'est conséquence qui conseille. On va t'attraper. On pleut pas après. On pleut pas dès. On va t'attraper. Quel mot d'intelligence m'énerve. Tu caches quoi. Un jour, on va t'attraper. Tu peux supprimer. Un jour tu vas oublier. Supprimer. On va t'attraper. Tu peux supprimer. Un jour tu vas oublier. Supprimer. On va t'attraper. Tu as bloqué tout un beau avant de la mettre en statut. On va t'attraper. Range Rover te dépose, c'est plus du 17 âge. On va t'attraper. TV, la vision du futur.